Bonjour et bienvenue à cette édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration de 20 télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Au cours de la prochaine heure, vous verrez des reportages qui vous proviennent de partout au Québec. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Saint-Raymond, un premier salon de l'installation sceptique. À Montjoly, Télévision Métis remporte un mérite municipal. Quelle est la technologie des lits d'arrêt dans Charlevoix? À Forestville, le projet Impact frappe dans le mille. De partout au Québec, des passionnés convergent vers Trois-Rivières pour le grand rassemblement des Ford Mustang. À Saint-Polycarpe, l'avenir à court terme du centre sportif est assuré grâce à la collaboration inédite de 10 municipalités. Le parc du bourg de Pabot vous invite à une chasse aux fantômes. Mais pour commencer cette émission, on va se rendre à Amqui, au lancement de la politique de développement social de la Matapédia. Un reportage de Marc Baudouin, de la TVC de la Matapédia. Je suis au Cinéma Figaro d'Amqui pour le lancement de la politique de développement social de la Matapédia. Plusieurs organismes sont sur place. Alors, voici les grandes lignes de cette nouvelle politique. La politique de développement social, évidemment, ça vient... c'est une réflexion à long terme. De long terme, je dirais, qui a commencé un peu plus vers 2022. On a fait, pour ceux qui sont familiers avec la Matapédia, l'éco-territoire habité, on a fait une révision de nos objectifs, de nos plans d'action et tout ça. Et dans cette planification-là, dans cette révision-là, on a nommé de mettre en place une politique de développement social. Donc, évidemment, on a mis tout ça en place dans le but, évidemment, d'augmenter le sentiment d'appartenance à la Matapédia, mais aussi de contribuer à l'identité matapédienne. Bon, je sais, tout le monde va dire c'est très fort déjà, mais il faut l'entretenir, puis je pense que c'est toujours important. On a des nouvelles personnes qui se joignent à nous, donc c'est important de travailler là-dessus aussi. Je suis en compagnie de Chantal Lavoie de la MRC de la Matapédia, Alexis Daou-Tremblay du CIS du Bas-Saint-Laurent, Sophie Champagne de la CDC de la Matapédia et Céline Raymond de Cosmos. Bonjour! Bonjour! On a procédé aujourd'hui à la politique de développement social. Donc, tout d'abord, c'est quoi une politique de développement social? C'est un regroupement d'organisations, de personnes. On a fait un regroupement, dans le fond, pour justement analyser toutes les politiques de développement ou les politiques là, que chacune de nos organisations, entre autres la MRC, on parle de l'éco-territoire habité, par exemple, c'est un exemple de politique. Fait qu'on a tout regardé ça, on a fait de la concertation auprès des gens, des acteurs du milieu, mais aussi des citoyens, pour être capable de cerner un peu c'est quoi les enjeux actuellement du développement social sur notre territoire, puis de voir comment on peut rassembler tout ça ensemble, puis devenir justement, comme organisation, comme citoyen, comme institution, on peut adhérer ou on peut mettre en action des choses pour travailler sur ces enjeux-là. Fait qu'une politique de développement social, idéalement, c'est le regroupement des forces de tous les acteurs du milieu pour être capable de faire face aux enjeux sociaux de notre territoire dans l'avenir. Puis nous, on vise les 3 à 5 prochaines années, puis on va essayer de faire évoluer la situation positivement pour notre communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont intégrés dans tout ça. Il y a combien de personnes dans le comité de pilotage? On est 11 au total au comité. On a la santé, on a le scolaire, on a le communautaire, on a le culture, la MRC. Il y a plein de monde autour de toute cette belle table-là. Ça va être quoi les objectifs? Oui, effectivement, la Chambre de commerce. La SADC. Il ne faudra pas les oublier. On est allé cibler les acteurs principaux, mais même des citoyens, il y a un comité de citoyens aussi. Faut pas. Mais si on oublie des gens, là, c'est pas par mégarde, c'est juste qu'on n'a pas notre liste en avant de nous, là, parce qu'il y a beaucoup de gens. Et ça faisait combien de temps que vous travailliez sur cette politique-là? C'est un projet qui a été mis en place après 1 an et demi, 2 ans, là, de novembre 2022 à mars 2024, là, tout ce projet de mise en place de cette politique-là. Comme Chantal a dit tantôt, analyser les politiques existantes, faire un portrait, ensuite consulter la population, les partenaires pour rédiger là, la politique. Ça a duré à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et là, c'est quoi les objectifs, les grandes lignes de cette politique-là?
Bien, il y a 2 grands axes principaux, dont la concertation, la communication. Et par la suite, bien, il découle plein de choses. Il y en a 7 au total. Fait que, tu sais, il y a le logement abordable, il y a avoir une saine alimentation abordable aussi pour tous. Fait que, tu sais, il y en a plein, là. 7, c'est beaucoup. Les gens lisent la politique. Hein, Céline? Oui, on travaille aussi sur la réussite éducative, la conciliation, études, travail, famille. C'est tout. On a essayé de couvrir la majorité des secteurs de la Matapédia. C'est notre politique à nous de la Matapédia. Et concrètement, comment ça va se mettre en place, tout ça? Bien, le comité de pilotage, on a décidé finalement d'y aller avec une gouvernance partagée. Fait que donc, on va déterminer c'est quoi la gouvernance partagée. On en fait déjà là. Comme tu peux voir, là, on est comme toutes les 4, on est là pour les entrevues. Mais tu sais, vraiment avoir les directives claires, les consignes, comment on élabore ça. Puis par la suite, bien, on va tout mettre en place les stratégies. On va commencer à travailler là-dessus parce que dans chacune des stratégies, il y a des acteurs. C'est pas tout le monde qui va travailler en même temps sur toutes les stratégies. Ça va être des comités de travail et ainsi de suite. Fait qu'on invite la population, on invite aussi d'autres acteurs principaux qu'on aurait peut-être oubliés. S'ils ont de l'intérêt ou s'ils veulent y participer, bien, de se joindre à nous, là. Il faut dire aussi qu'il y a déjà des actions qui se passent actuellement dans Matapédia par des organismes ou des entreprises, par exemple, qui répondent déjà à des axes de cette politique-là. Fait qu'on n'est pas déconnecté de ce qui se fait déjà, mais c'est sûr que nous, on veut s'assurer aussi que, comme au niveau de la MRC, on a adopté la politique, le Conseil. Donc, on va s'assurer maintenant de mettre des actions, de poursuivre les actions qui sont en lien, mais d'en mettre d'autres aussi en lien avec la politique. Puis ça va être de s'assurer d'avoir une cohérence avec toutes les autres politiques, les autres programmes qui vont descendre. Qu'on pense, exemple, moi je pense à l'Alliance, à Solidarité qui va, on espère, descendre à un moment donné, ou d'autres éléments. Bien, quand on va avoir des planifications à faire, on va avoir quand même une idée de dire qu'il faut que ça s'intègre dans un développement plus global au niveau social dans la MRC. Pour le dévoilement de la politique de développement social, vous avez organisé quand même un gros événement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui était prévu? C'était vraiment prévu de faire ce lancement-là. On a quand même travaillé 1 an et demi, 2 ans là-dessus. Là. Puis, nous, moi, au sein de la CDC, c'est comme genre depuis 2017 que je travaille un peu comme là-dessus, à cette réalisation-là. Fait que c'est un peu mon bébé qui vient de naître aujourd'hui. Fait que on est fiers de ça. Puis, ce qu'on veut surtout, c'est que les gens, pas juste les acteurs qui vont travailler avec, on veut vraiment que les Matapédiens, elle va être sur le site Internet de la CDC, celui-là de la MRC, elle va être un peu partout. Fait qu'on veut vraiment que les gens se l'approprient aussi. C'est pas juste pour nous autres. Puis du développement social, là, tout le monde en fait au quotidien sans même s'en apercevoir. Donc, alors, comme vous voyez, il y a des gens qui sont en train de travailler en équipe, puis qui disent leurs commentaires, puis des idées qu'ils ont. Fait qu'elle est toute en développement. C'est ça l'objectif. Les gens se promènent, puis ils consultent les différents points, puis ils donnent leur opinion. Ils donnent leur opinion, puis ils ont des questions. Fait que là, ils donnent leur opinion, ils jasent entre eux, parce qu'il y a des gens, c'est sur les actions, tu sais. Il y a des gens, dans le fond, qui n'étaient pas nécessairement là avec notre comité de pilotage. Et là, avec tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que vous allez faire avec toutes, justement, ces informations-là que vous allez recevoir? Bien, le comité de pilotage, on va ramasser ça. Notre première rencontre, c'est le 15 mai prochain, donc la semaine prochaine. Fait qu'on va ramasser tout ça, puis on va tout réanalyser ça, puis aussi qu'on va coordonner toute la patente, puis on va s'en aller. Ça va se poursuivre. Exact. Bien. La job commence. Oui. Fait que le premier 2 ans, il n'y a rien, là. Là, ça commence. Exact. Exact. Ça ressemble à ça. Ouais. C'était du petit travail avant, là. Là, on s'en va, comme on dit, c'est de la job de bras, là. On rentre là-dedans. Chantal, Alexis, Sophie, Céline, merci beaucoup. Merci. Puis bonne route à cette politique de développement social. Merci beaucoup. Donc, un meilleur accès physique et économique aux ressources nécessaires à leur bien-être et à la qualité de vie, un meilleur accès à une alimentation saine, abordable et de proximité, un meilleur accès à des logements abordables, un meilleur accès à des parcours de réussite éducative à la hauteur de leurs aspirations et potentiels, un meilleur accès à des emplois attractifs favorisant l'actualisation de leurs compétences et leur conciliation famille-études-travail, et que les personnes se sentent incluses et partie prenante de la vie matapédienne. Et si on réussit tout ça, on revient à notre vision de départ. Donc, on va pouvoir devenir
que les matapédiennes et les matapédiens, les entreprises et organisations puissent être partie prenante du développement d'une communauté inclusive, que tous, peu importe leur niveau de vulnérabilité, atteignent leur plein potentiel et accèdent de manière juste et équitable aux ressources nécessaires à leur bon développement et à celui de leur communauté. Pour plus d'informations sur la politique de développement social, vous pouvez consulter les sites Internet des différents partenaires qui ont travaillé à créer cette nouvelle politique. Partout au Québec, les propriétaires de fosses septiques doivent faire face à de plus en plus de réglementations. Et pour aider ces citoyens, la Ville de Saint-Raymond a organisé le premier salon de l'installation septique. Un reportage de Danick Julien de CJSR. Le premier salon de l'installation septique s'est tenu à Saint-Raymond-de-Portneuf au centre multifonctionnel Roland-Dion ce samedi 13 avril, alors qu'environ 500 personnes sont venues profiter des conseils des nombreux intervenants sur place. Il faut savoir qu'il y a plus de 3500 fosses septiques sur le territoire de Saint-Raymond qui est parsemé d'habitations en bordure de lacs et de rivières. La Ville a procédé à la caractérisation dernièrement des installations septiques de son territoire et de ce fait, plusieurs propriétaires devront changer d'installation septique. Selon le maire Claude Duplain, c'est pour outiller la population dans ces changements que la Ville a pris l'initiative de tenir ce salon. Le voici. C'est une idée qui est venue de Sabrina d'organiser ce salon-là. C'est une idée extraordinaire. On ne pensait jamais qu'il y aurait du monde là même. Quand elle nous a parlé de ça, on a dit oui tout de suite parce qu'on sait qu'on a 3500 fosses septiques. Pour au fur et à mesure que Sabrina est en train d'élaborer le projet du salon, on trouvait ça intéressant. Et même nous, on se convainquait qu'il prenait un salon de fosses septiques. Vous savez, on a caractérisé beaucoup de fosses septiques à Saint-Raymond. Premièrement, il y a des fosses qui sont à changer. Le monde ne savent pas que le fosse est polluante. Le monde ne savent pas comment l'entretenir souvent. Le monde ne savent pas qui on va voir, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pour un citoyen, le changement d'une installation septique peut nécessiter l'aide de plusieurs professionnels œuvrant dans des domaines différents. Sabrina Trudel, l'organisatrice du salon, explique les genres d'informations qui pouvaient être transmises aux citoyens lors du salon. Oui, en fait, la personne qui veut remplacer son installation septique va retrouver à l'intérieur tous les intervenants qui doit consulter. Donc, la personne doit faire un test de sol. Il y a des consultants ici qui pourront faire des tests de sol pour eux. Il y a les excavateurs aussi qui peuvent travailler sur leur installation septique. Et il y a des fabricants de produits d'installation septique. Là, on parle des fabricants qu'on ne voit pas souvent, mais ils sont là pour expliquer leurs produits, puis d'essayer de démystifier tout ça aussi. Puis on a des personnes il y a certaines personnes qui doivent remplacer leur puits d'eau potable. Donc, les entrepreneurs en puits d'eau potable sont là. Il y a la Régie verte aussi qui est là pour expliquer c'est quoi le processus d'un traitement de boue de fosse septique. Parce qu'avec la vidange, les gens viennent chercher de l'information à ce sujet-là aussi. Puis expliquer aussi comment ça fonctionne une vidange de fosse septique. Donc la personne vient ici, elle peut s'informer aussi une vision d'avenir. Dans 10-15 ans, elle veut changer sa fosse, mais elle va commencer à y penser tout de suite. Une installation d'une valeur de plus de 1500 $ était d'ailleurs à gagner pour les visiteurs. C'est la cimenterie Genet, membre du groupe BPA, qui était à l'origine du tirage. Voici Philippe Desrosiers, directeur des ventes au sein du groupe BPA, concernant ce type d'installation. Exactement. Dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est vraiment une fosse septique le plus standard pour le traitement des eaux usées, évidemment. Donc, le but premier de la fosse septique ici, c'est de capter tout ce qui est solide qui sort de la résidence, évidemment. Une fosse septique comme ça, elle est séparée en deux, façon 2 tiers, 1 tiers pour récupérer les solides. Et puis, c'est une fosse qui doit être vidangée aux 2 ans quand c'est une résidence qui est principale et aux 4 ans quand c'est une résidence qui est secondaire. Typiquement, disons dans la province de Québec, une installation septique a une durée de vie entre 20 et 25 ans. Typiquement ici, dans le coin de Portneuf, vu qu'on est dans le sable, ça peut aller au-delà de ça. Donc, je vous dirais que si les gens qui ont ça installé chez eux, qui font attention puis qui vont utiliser le guide des bonnes pratiques, si on veut, ça peut durer dans le temps une quarantaine d'années jusqu'à là.
Parmi les intervenants sur place, l'organisme de bassin versant, la CAPSA, était aussi présente pour parler des aspects environnementaux qui entourent les installations septiques, mais aussi l'eau potable. Marie Moulin, ingénieure forestière et biologiste, nous expliquait que la qualité des installations septiques pouvait avoir des impacts sur l'eau potable qui provient des sources d'eau privée. La voici. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la sensibilisation auprès des personnes, parce que souvent les personnes qui ont des fosses septiques ont des puits privés, donc on les sensibilise à l'impact qu'ils peuvent avoir sur les eaux souterraines et sur l'eau potable en bout de grille. Des fois, les personnes, ils me questionnent par rapport à leur type de puits, s'ils sont vraiment proches de la surface, ou les personnes qui ont des puits vraiment en profondeur. Des fois, ils se sentent à l'abri de toutes les contaminations, donc ils me demandent si c'est vraiment le cas. Par rapport à leur situation, ils me questionnent. Marie Moulin rappelle que le ministère recommande aux propriétaires des puits privés de faire tester leur eau au minimum 2 fois par année. La Régivette de Portneuf était également sur place pour expliquer à la population comment ils gèrent les résidus de fosses septiques. Voici Anne-Marie Giroux. Alors, on est présent aujourd'hui pour expliquer aux gens comment on gère les bouts de fosses septiques. Donc, rendu au site d'enfouissement, comment on traite les eaux provenant des bouts de fosses septiques, mais en amont de ça, au combien de temps qu'on va chez les gens, c'est des résidences principales, secondaires, les services qu'offre la régie aussi pour les résidents de Portneuf. La majorité des exposants avec qui nous avons parlé ont trouvé très pertinente l'idée du salon d'installation septique. Voici d'ailleurs, en terminant, Stéphane Dion de l'entreprise Les Techniques de l'eau. Oui, le monde qui sont venus aujourd'hui avait des questions spécifiques liées à des problèmes de rendement de puits, des fractures qui étaient moins productives dans le roc ou des puits de surface qui avaient des remontées de sable. Oui, j'ai eu des questions spécifiques. Oui, très pertinent aujourd'hui parce que j'ai eu des questions sur les distances à respecter. Oui, j'ai trouvé que c'était approprié. À Montjoly, la télévision de la Métis est récipiendaire du mérite municipal dans la catégorie organisme communautaire. Marc Després, un des piliers de la station, en profite pour faire le bilan de 48 ans de télévision communautaire dans la Matapédia. La belle aventure de la télévision communautaire de la Métis a débuté en juin 1976 avec l'obtention des lettres patentes de l'organisation comme compagnie à but non lucratif. Mais la programmation comme telle a débuté en janvier 1977. À l'époque, des programmes de travail du gouvernement fédéral, le programme Initiative locale pour bien l'identifier, la télévision communautaire, qui s'appelait à cette époque-là Diffusion communautaire de la Métis, avait obtenu un projet pour l'embauche de 9 travailleurs, 4 réalisateurs, 3 techniciens et 2 personnes au niveau du support administratif. Une programmation d'environ 3h30 à 4 heures par semaine. C'est ce qui a jeté les bases vraiment au niveau de la programmation et qui a permis à la télévision communautaire d'être sur une lancée qui se perpétue maintenant depuis 48 ans. La télévision communautaire, ça a été aussi, particulièrement celle de Montjoly, un tremplin pour plusieurs personnes qui ont fait leurs premières armes dans le monde des communications ou dans le monde des relations publiques. Ce qui les a permis aussi d'avoir une carrière impressionnante pour certains. Qu'on pense à Claude Bellemare qui, depuis 18 ans, est caméraman monteur à la Semaine verte. Donald Charret, qui a sa maison de production à Montréal. Sylvain Rioux, qui a fait carrière à Télé-Québec et dans plusieurs boîtes de production indépendantes. Claudine Rioux, qui a été aussi impliquée dans plusieurs entreprises au niveau des relations publiques. Je parle depuis tout à l'heure des gens qui ont été des employés de télévision communautaire. Mais il ne faudrait surtout pas oublier les bénévoles. Mais il y a des dizaines de bénévoles qui se sont impliqués depuis 48 ans en télévision communautaire. Et les bénévoles à la télévision communautaire, c'est un peu l'essence qu'on met dans notre véhicule. C'est ces bénévoles-là qui souvent apportent des idées, apportent leur support, apportent leur effort au niveau de la production. Donc, c'est une télévision communautaire est non seulement un média, c'est une organisation sociale qui permet à des gens de se rencontrer. Donc, plus que jamais,
Moi, je pense, avec la réalité des médias actuels, la télévision communautaire de la Métisse est devenue le seul média de la Métisse vraiment dédié à l'information de la Métisse. Et c'est d'autant plus important qu'elle soit supportée, qu'elle soit appuyée et qu'on continue de la voir grandir dans le milieu. Eh bien, qu'est-ce qui distingue la télévision de la Métisse? Eh bien, chez nous, il n'y a pas de petites nouvelles. Donc, tout le monde a droit à sa tribune, que ce soit les individus, les organismes, les entreprises. On aime bien aussi, le plus possible, occuper le maximum du territoire à ce moment-là, permettre à tous les sujets d'avoir une visibilité, que ce soit dans l'économie, le sport, le socio-communautaire, etc. Donc, tout le monde a droit à sa tribune, puis ça, c'est extrêmement important pour nous. Et une petite anecdote, d'ailleurs, on sait que de plus en plus, il y a de moins en moins de médias sur le territoire. Eh bien, là, un certain temps, il y a un organisme donc, qui m'appelle sur mon cellulaire, mais cette journée-là, on avait un conflit d'horaire. On ne pouvait pas aller assister à l'événement qui était proposé. Et on s'était dit, de toute façon, on va se reprendre parce que même si on ne peut pas y aller, il y a toujours moyen de moyenner à ce moment-là pour pouvoir reprendre le sujet. Et bon, je réponds au cellulaire, puis j'indique à la personne, ben, on ne peut pas y être, on a un conflit d'horaire, mais on va se reprendre. Fait que là, la personne insiste un petit peu. Ben, oui, mais on vous attend. Ben, c'est parce que c'est comme pas possible, là, étant donné qu'on doit être ailleurs au même moment. Et la personne qui insiste, jusqu'à temps d'y demander, oui, mais c'est parce que c'est pas possible. Et la personne de nous avouer, ben c'est parce que si vous n'êtes pas là, on n'a personne. On va avoir tout préparé, notre conférence, pour absolument personne. Alors finalement, ben, on a réussi à tasser l'autre, puis à se rendre directement sur place et donc pouvoir couvrir l'événement. Puis ça, c'est quand même un bon exemple de la réalité, ce qui est devenu, malheureusement, une certaine réalité. Et est-ce que le conseil d'administration est heureux de cette reconnaissance de la ville de Montjoly? Lorsque je l'ai appris aux membres du conseil d'administration, bien, effectivement, tout le monde s'est réjoui de cette excellente nouvelle. On va l'avouer, hein, on donne de la visibilité à tout le monde, mais c'est comme parfois un petit peu difficile, on dirait, de se mettre soi-même en valeur. Donc, c'est ce que nous permet la ville de Montjoly, puis on les en remercie. Les voies de secours qui permettent d'arrêter les véhicules en détresse sont nombreuses dans les côtes de Charlevoix. Et Lydia Duchesne de TVCO s'est intéressée à leur technologie. Les voies de secours ou lits d'arrêt sont présents sur les routes du Québec depuis plus de 20 ans. Il s'agit d'installations sécuritaires qui ont prouvé leur efficacité à maintes reprises. Dans le fond, c'est comme une semelle de maison. J'ai déjà vu une semelle de maison. Oui. On a un morceau de béton comme ça, puis après ça, d'habitude, on a un mur qui s'appuie. Fait que, bref, on a ce que vous voyez en ce moment, c'est le bout de béton en haut là. Il cale. Puis là, on a notre semelle. On a ça des deux côtés. C'est ferraillé à grandeur. C'est vraiment, c'est comme une grosse structure. C'est comme une structure de bâtiment. Puis, dans le fond, après ça, comme on vient remplir, on a du sable qui vient dans le fond. On a une membrane pour empêcher que les cailloux, je sais, mais il y a des cailloux qui viennent puncher. On a une membrane imperméable. Puis après ça, on a une deuxième membrane. Puis après ça, on vient remplir le gravier. OK. Gravier qu'il faut tamiser, qu'il faut entretenir. Tu vois le principe, là. Tu t'enfonces. Au niveau vraiment de la granulométrie, ce qu'on voit, là, c'est qu'il n'y a absolument pas de sable, il n'y a pas de fine. Ouais. Mais si je prends le gravier comme ça, là, c'est juste la pierre. À intervalles réguliers, le ministère, dans le fond, va venir vider les fosses à gravier, puis venir faire l'entretien de ça. Fait qu'on sort, on lave le granulat, on le remet en place. C'est un granulat qui n'est pas trouvable partout au Québec, qui est difficile à trouver. Okay. C'est compliqué. Il y en a certains. On a fait une analyse là, des dernières années. Oui, c'est précieux. Fait que quand on l'a, dans le fond, on le vide, on le lave. 8 voies de secours sont aménagées sur le réseau du ministère des Transports, dont 5 sont dans Charlevoix. Depuis les 2 incidents importants de 2010 et 2013, la voie de secours de Petite-Rivière-Saint-François présente depuis 2015 une conception qui est unique au monde. Une des particularités vraiment qu'on a ici, c'est qu'il est hybride. Donc, on a un filet. Le filet, il va décélérer plus vite un véhicule que le bac à gravier.
Fait que je faisais des blagues là, des fois, mais tu sais, les motos, là, c'est rare qu'ils vont manquer de frein, mais tu sais, une moto, ça serait pas... En tout cas, moi, je le prendrais pas en moto. Mais mes petits véhicules, par contre, il va desserrer tout lentement. Puis par contre, un véhicule lourd qui, lui, est plus lourd, qui va s'arrêter plus loin, va commencer à frapper les premiers filets. Fait qu'un autobus, théoriquement, devrait même pas se rendre aux premiers filets qui sont là en situation estivale, là, comme en ce moment. Là. Vous voyez, là, mes chaussures s'enfoncent, agréablement, si on ne marche pas trop loin. Mais dans le fond, il vient s'enfoncer. Puis, dans le fond, il s'arrête de manière beaucoup plus lente, beaucoup plus douce au niveau du nombre de G ressentis. C'est pas un arrêt, non, ça donne pas pas de coup, là, ça s'enlise, ça s'enfonce. C'est pour cette raison-là que vous voyez qu'on a un dissipateur ici. Puis plus on va aller plus loin, là, vous voyez, on a 2 sur la deuxième station, je pense que c'est 2 ou 3 sur l'autre après. Ah, OK, oui. Dans le fond, ça va en augmentant, fait que j'ai dit 22 kN. Fait que quand on augmente la force de dissipation, sauf que d'avoir mis un 3 dissipateurs sur le premier, un petit véhicule comme le nôtre qui est à côté en ce moment, il serait freiné vraiment très rapidement. Puis là, vous sentiriez la ceinture, là, puis c'est pas agréable. Je dirais pas que l'expérience est le fun, là, mais je dirais juste mais avec un véhicule plus commun, là, un véhicule de la route, là, puis même un autobus, ça permet que les usagers à l'intérieur, à ce moment-là, ne vont pas être projetés, ne vont pas être freinés. En plus du granulat, 12 stations de filets en hiver et 8 en été sont reliées à des dissipateurs d'énergie ancrés dans des murs latéraux en béton armé. Dans le fond, ce que vous avez ici, c'est c'est une bobine de fer. À l'intérieur, c'est tout enroulé. C'est comme une cassette. Puis dans le fond, c'est tout enroulé. Puis qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça vient dissiper de l'énergie. Les dissipateurs d'énergie sont composés d'une cassette dans laquelle est enroulé un ruban de métal. La décision qu'on a prise d'avoir un système hybride, on le voit avec le Club Med qui s'est construit à côté, on a décidé qu'on était capable d'arrêter les autobus. Ouais. Un autobus, dans le fond, là, la conception est faite pour 62 500 kg. Dans le fond, un train routier. Là. Un train routier, théoriquement, ne devrait pas se rendre au bout en considérant uniquement si les filets saisonniers sont mis, par exemple. Ouais. Fait que les 12 stations sont opérationnelles et fonctionnelles. Il reste une réserve de capacité d'à peu près 1 %. C'est le plus lourd véhicule, théoriquement, s'il ne dépasse pas les charges légales qui peut circuler ici. Donc là, les filets qu'il y a normalement au ABCD, c'est la même chose que ce qu'on a là? Exactement. Dans le fond, là, ils ont mis des petites plaquettes pour faire cute, là, mais ça ne change absolument rien. C'est le même type de filet. La particularité de celui qu'on a, nous, c'est qu'on laisse la neige s'accumuler. Fait qu'on a rajouté des contreventements qui empêchent, dans le fond, le filet de venir basculer. On veut éviter que, par exemple, si le filet venait basculer, à ce moment-là, le ruban de la cassette qui est là, dans le fond, le gros truc rond, il serait déjà déroulé puis il n'y aurait pas la même efficacité qu'on voudrait. La capacité des voies de secours à arrêter les véhicules en détresse est établie par leur longueur, leur pente, la résistance au roulement créé par les granulats et la présence de barils inertiels à l'extrémité de la voie de secours. Notre véhicule en détresse, son pare-choc, c'est un plus gros véhicule là, qu'un véhicule standard, mais c'est le même principe pour tout. Dans le fond, il va venir, puis c'est pour ça que le filet, il a comme cette forme-là, pour pas qu'il vienne... Fait que là, dans le fond, il va venir rentrer. Son capot, dans le fond, va venir rentrer dedans. Ouais. Ça va lâcher dans le temps de le dire. Puis dans le fond, là, il va venir commencer à dérouler les bobines. Fait que dans le fond, les cassettes avec l'enroulement au niveau du fil de fer va commencer à descendre. Puis dites-vous que le premier filet, il va rester, lui, sur son pare-choc. Ouais. Il va rester, puis après ça, il va déjà se rendre avec la vitesse qui va circuler dépendamment de la vitesse qui se rend ici. Il va ramasser le deuxième. La première cassette n'a pas fini de se dérouler, qui ramasse le deuxième filet. Okay. Celle-là va finir de se dérouler à peu près quand il rentre au troisième. Les voies de secours sont aussi toutes précédées d'une aire de vérification des freins. L'aire de vérification des freins, c'est vraiment important pour les usagers de la route de l'emprunter. Particularité à Petite-Rivière, on n'a pas mis une pancarte, souriez, vous êtes filmé, mais on a installé une caméra. Avec les incidents qu'on a eus par le passé, on s'est aperçu que certains véhicules, des fois, n'avaient pas toujours tendance. Même quand on a fait les travaux de construction en 2015, on s'est aperçu que les véhicules n'avaient pas toujours tendance à faire leur arrêt obligatoire. Okay. Pour faire un arrêt obligatoire, là, je ne rentrerai pas dans les détails avec les véhicules, mais il n'y a pas juste les poids lourds, les camions. C'est ce qu'on a l'impression, ou peut-être les voitures qui tirent des roulottes. Exactement. Ouais. C'est un rappel, là, en saison estivale qui s'en vient, là, les roulottes vont commencer à sortir. Il faut penser que les véhicules, dans le fond, doivent faire un arrêt complet et aussi essayer le frein à bras. Les calculs de la vitesse d'entrée maximale prennent en compte la masse totale du véhicule, la longueur et l'inclinaison de la pente qui précède, ainsi qu'un arrêt complet du véhicule à l'aire de vérification des freins.
Il est designé en fonction du pire cas, là. Dans le fond, on a pris comme paramètre 160 km/h, qui est au-dessus de la vitesse des pires accidents qu'on a eus. Puis on a pris un trait routier, puis on a calculé une réserve de capacité. Puis en plus, comme je disais tantôt, on a rajouté un mur à la fin qui est pour empêcher les projections de débris. Et dans le fond, fait que là, on a l'épaisseur du mur qui est vraiment fortement armé. Pourquoi? Parce que si jamais il y aurait des débris, lui va venir retenir plus de charge, ses côtés aussi. Une signalisation soutenue du haut de la côte jusqu'en bas vise aussi à sensibiliser les usagers de la route sur leur vitesse et leur capacité à ralentir le véhicule. On a toujours un panneau au début, proche de l'aire de vérification des freins, qui va montrer la côte complète. Oui, on a un parcours là, avec chaque indication qui sont là. Ouais. On voit chacune des courbes. On voit, dans le fond, chacun parce qu'il y a plusieurs pentes, souvent, au travers de ces longues côtes-là. Dans le fond, ici, on en a fait rajouter un qui est vraiment au moment où est-ce que le véhicule doit prendre sa décision. Est-ce qu'on décide d'emprunter, dans le fond, le lit d'arrêt ou décider de continuer notre descente? Si on manque de frein, il y a un point de décision à prendre ici. Puis je pense que la solution la plus sécuritaire, c'est l'outil qui est là. Là, le signe qu'on manque de frein, c'est que ça chauffe. Ça... On appuie sur les freins, puis on continue à prendre la vitesse. Ouais. Si on continue de prendre Dans le fond, quand on passe la côte de la Martine, puis quand la pente est quand même abrupte, quand vous êtes venu ici, vous avez dû recevoir, même si vous compressez. Vous laissez aller le véhicule, vous freinez une fois de temps en temps, il freine, il réaccélère. Il y a une inertie, mais quand vous freinez, vous sentez quand même qu'il ralentit. Si vous sentez qu'il ralentit pas, bien là... Danger! En conclusion, les agents du ministère rappellent l'importance de l'entretien des freins et que, dans le doute, mieux vaut utiliser la voie d'urgence que de risquer sa vie et celle des autres usagers de la route. Au moment où les jeunes préparent leur bal de fin d'année, Véronique Lévesque de la télévision du Littoral à Forestville a assisté à une spectaculaire simulation d'un accident mettant en cause 2 véhicules et 5 jeunes. On aurait pu entendre une mouche voler. Les cellulaires étaient tous fermés. L'agent Valérie Cahouette en avait fait la demande au début de la présentation. Chaque intervenant a été chaudement applaudi. Le projet Impact a frappé dans le mille une fois de plus. Ce projet est porté par la Sûreté du Québec et s'adresse aux élèves de 4e et 5e secondaire de la région à l'approche de la saison des bals finissants. Le secondaire 4 est présent puisque l'événement se déroule aux 2 ans. L'activité consiste en une journée de prévention sur les dangers qui guettent ces jeunes conducteurs s'ils conduisent sous l'effet de l'alcool ou des drogues, s'ils textent au volant, s'ils commettent un excès de vitesse ou s'ils adoptent une conduite dangereuse. J'ai trouvé que c'était une super belle occasion de prouver aux gens qu'on était, que ça pouvait arriver surtout à nos proches, à nos personnes, à nos amis, des telles tragédies comme ça. Puis que ça nous a fait sortir de notre zone de confort, ça nous a permis de jouer des rôles quand même assez importants là-dedans. Moi, ça m'a fait réaliser à quel point c'est dangereux d'embarquer avec quelqu'un qui avait pris de l'alcool. Et à l'avenir, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui nous propose d'aller en voiture avec quelqu'un qui a pris de l'alcool, c'est sûr que je vais refuser, puis je vais inciter les autres à refuser aussi, puisque ça arrive à tout le monde des accidents, puis c'est souvent causé par ça. Cette fois, une série d'intervenants, policiers de la Sûreté du Québec, paramédics, pompiers, médecins, infirmières, préventionnistes à la SAAC, se sont succédés sur scène pour une simulation impliquant 2 véhicules et 5 jeunes au complexe Guy Ouellette en matinée et expliquer les conséquences diverses à la suite d'un accident de la route pour terminer l'activité au pavillon des Arts de Forestville. On est à notre 4e édition cette année. Par contre, j'ai participé à l'édition 2, 3, 4. Ça faisait déjà 6 ans qu'on avait arrêté. Là, la dernière édition, dans le fond, remonte à il y a 6 ans. Étant donné le temps de la COVID, là, ça nous a... on n'a pas pu en faire avant. Donc oui, je chapeaute, mais je ne suis vraiment pas toute seule. Là. Je suis avec les pompiers de Forestville, Marie-Pierre Dufour, puis avec Michel Canuel. Dans le fond, notre comité, on est 3 là, pour chapeauter ça. L'ensemble des présentations allait droit au but et était bien adapté au public cible, des jeunes âgés pour la plupart entre 16 et 17 ans, dont plus de la moitié de la salle possédait déjà ou était en voie d'obtenir son permis de conduire.
Marie-Claire Roy de la télévision de la Haute-Gaspésie a participé au grand rassemblement soulignant le 60e anniversaire des voitures Ford Mustang. Pas moins de 1889 voitures Mustang et leurs propriétaires passionnés se sont réunis pour une randonnée. On écoute son reportage. C'est avec beaucoup de fébrilité et d'enthousiasme que je suis partie célébrer les 60 ans de la Mustang avec mes amis passionnés du club Mustang Bas-Saint-Laurent. Alors, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et surtout la Haute-Gaspésie étaient représentés lors de cette fin de semaine incroyable où le record de la plus grande parade au monde a été fracassé. Voici donc des images et des entrevues avec des passionnés de Mustang, des amateurs de muscle car du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, des États-Unis et même de la France s'étaient donné rendez-vous pour l'occasion. Samedi après-midi, on est au centre Les Rivières. Les Mustangs commencent à arriver. Je m'appelle Pascal Dallaire, je viens de Québec. J'ai une Mustang 69 que ça fait 18 ans que je possède. Ça fait 8 ans que je roule. Avec un petit moteur supercharge, je sais comme l'Aurore, un 671. C'est mon petit jouet. Fait que je suis venu participer à l'événement, l'exposition, puis ensuite pour participer au record Guinness. Parle-nous un petit peu de ta Mustang. On l'a acheté à l'automne de l'année passée. C'est notre nouvelle petite acquisition. C'est une belle petite bébelle. On est bien fiers. Et pourquoi vous avez décidé de faire l'activité de la fin de semaine? Parce que c'est assez spécial. C'est comme mondial. C'est comme... ça va arriver une fois seulement. C'est ça. Si on ne le fait pas là, on ne le fera jamais. Tu as suivi les Ben, folies de ton chum? C'est la folie de madame en plus. Ah oui? Ah oui, c'est moi qui est excitée comme une petite puce. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à venir au record mondial? Ben, parce que c'est un événement qui va arriver une fois dans notre vie. Si on passe à côté, ben. Je suis André, je viens de Gatineau. Je vous présente ma Mustang, une 2011 convertible. Ma troisième, à 16 ans, j'avais eu une Mustang 78 King Cobra. J'allais à la polyvalente avec ma Mustang pour aller brûler des tires. Puis après ça, j'ai eu la Mustang 80. Puis là, ça faisait des années, fait que c'était une folie un peu celle-là pour nos deux pour s'amuser en convertible. Cadeau de retraite. Hi, I'm Dale Long and this is Karen Milchin and we're from Ontario and we brought our Mach 1 up to the Mustang Gathering today for the world record. Pourquoi tu as décidé de venir ici pour la fin de semaine? C'est parce que c'est le beau rassemblement puis je suis un maniaque de Mustang. C'est pas ta première? Mon premier, j'ai mon bicycle à pédale, j'avais 12 ans. C'était un CCM Mustang. Puis là, j'avais 4 Mustangs. Là, je n'ai vendu une à mon chum, la vert qu'il y a là. Bonjour, moi c'est Dominique de Mirabel. Enchanté. Ça va bien, Dominique? Oui, toi? Pourquoi tu es ici en fin de semaine? Dis-nous ça, là. Bon, ils ont dit qu'il y avait plein de Camaro dans le bout, fait que je suis venu voir ça. Parle-nous un petit peu de ta Mustang. Ma Mustang, je l'ai baptisée cette année. Elle s'appelle Black Horse, cheval noir. Puis je l'ai depuis 2017, c'est une 2016 Performance Pack GT. Je connais ça, la Gaspésie. Vous connaissez ça, la Gaspésie. Alors, votre nom, monsieur, c'est quoi? Moi, c'est Jacques. Une Saline 2007, ils sont rares. Oui, hein? Un 4.6 avec un supercharge. J'en ai deux. Oui. J'ai une 2014, la même couleur que ça. Noir rigide. Il y a plein de belles Mustangs qui passent. Oui, il y en a beaucoup. C'est fou aujourd'hui, là. Vous êtes venu ici pourquoi? Moi, je suis un malade de Mustang. Fait qu'aujourd'hui, on est venu pour le rassemblement, puis demain pour la parade. Allô? Hey, est-ce que tu as une Mustang? Non, j'ai pas ce privilège-là, malheureusement. Mais pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? On est des adeptes, puis on voulait participer au World Record. Oh oui, même si vous n'avez pas de Mustang. Oui. Alors, c'est votre façon à vous autres de participer. Ouais. C'est génial. La fois, moi, je m'en venais en visite, c'était pas prévu. Fait que ça nous fait de quoi à faire après-midi, il fait beau. Vous venez de quel endroit? Sorel. OK. Sorel Beach. Vous êtes ici pourquoi en fin de semaine, non? On est ici pour la Mustang. On veut montrer la note aussi, là. Vous avez quoi comme Mustang? Une 2014. 2014? Club America. Oh, wow! C'est la blanche qui est derrière vous. C'est ça, OK. c'est ça. Puis là, vous m'avez dit tantôt que vous avez écouté la chanson qui a été faite pour l'occasion. Oui, la chanson qu'ils ont mis sur l'Internet qu'on pouvait downloader. Là. Fait que, elle va jouer probablement en montant.
Derrière vous, c'est votre Mustang. Oui. Un passionné? Un passionné, oui. Est-ce que c'est votre première? C'est ma première, oui. Ça fait longtemps que vous l'avez? Oui, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui. C'est toujours le fun de se promener en décapotable. Toujours le fun. Puis là, vous êtes ici pourquoi aujourd'hui pour l'événement? On vient voir le défilé. OK. Là, ça va être demain matin, le défilé. France Dubé. Puis France, vous venez de quel endroit? Magog. J'aimerais ça que tu m'expliques comment ça s'est passé. On est parti de Sherbrooke, 27 voitures. Puis on a fait tous les petits chemins pour se rendre jusqu'au pont de la Violette. Puis on a arrêté de dîner, puis là on s'est rendu ici. Puis est-ce que c'était la première fois que vous participiez à un convoi comme celui-là? Oui. C'est impressionnant. Voilà. Avez-vous hâte à demain? Oui. Serge Lambert, je viens de Lanaudière-Rawdon. Je viens participer à notre belle célébration de Mustang pour notre beau décor qu'on va avoir ici à Trois-Rivières. Je vous remercie d'être là avec ma belle Mustang GT California Spéciale 2012. Balade avec presque 2000 voitures. Bah, c'est pas pire, pas pire. C'est pas pire, pas pire. As-tu trouvé ça long? Commencé, mais mettons que on est content d'être arrivé, là. Surtout. Yes. C'est ça. C'est quoi ta voiture, là? Mustang 2012. C'est rare, les jeunes qui viennent avec des Mustangs. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, là, non. Mais on en profite. Mais il y a vraiment beaucoup de monde sur la route. Je pensais pas qu'il y avait du monde qui nous attendait tant que ça. C'était vraiment le fun. Tous les modèles qu'on voit, c'est débile. Là. C'est vraiment... Le monde tripe tout. Là. Ah, c'est vraiment cool. J'ai hâte de voir quand le parking va être plein. Chantal Bédard de C'est sûr.tv vous apprend que le Centre des loisirs de Saint-Polycarpe pourra demeurer ouvert tout au long de la prochaine année grâce à la contribution de 10 municipalités, mais que son avenir à long terme devra encore faire l'objet de discussions. Il a été annoncé en conférence de presse le 22 avril dernier avec soulagement le maintien des opérations du centre sportif à Saint-Polycarpe pour la prochaine année. Rappelons que la pérennité de l'aréna est incertaine, due au manque de fonds de plusieurs millions pour les rénovations requises pour son fonctionnement. 10 municipalités avoisinantes ont accepté d'entamer l'analyse du dossier dans un souci de maintenir les activités du centre sportif. Une belle annonce aujourd'hui, un beau suivi. Qu'est-ce que vous avez annoncé concrètement? Concrètement, dans le fond, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est que la prochaine saison, la saison 2024-2025, elle est assurée. Donc, les utilisateurs de l'Arena peuvent être rassurés quant à la saison qui s'en vient. C'est des bonnes nouvelles, c'est un petit pas par en avant. Ce processus n'a pas été sans défi, mais nous sommes fiers du chemin parcouru et des perspectives prometteuses qui s'ouvrent à nous. Très content de penser qu'on va réutiliser et toujours utiliser une infrastructure qui est déjà en place, mais on n'est pas obligé de refaire du neuf. On va refaire du neuf avec du vieux, ça va nous coûter pas mal moins cher, puis ça va durer aussi longtemps. Vous savez, un aréna comme ça, M. Poirier nous l'a dit, d'en rebâtir un autre, ça nous coûterait 25, 30 millions. Je pense pas qu'on a les moyens, une municipalité dans Soulanges aurait les moyens de partir là-dedans. Premièrement, on a établi de quelle façon on va établir les coûts. Bon, ensemble, les 10 municipalités ont dit on va y aller au prorata. Là, après ça, chaque ville pouvait savoir un peu qu'est-ce que ça donnait comme chiffre. Le hockey à Soulanges est loin de disparaître. Il est même en forte progression. Pour cette année, seulement pour notre association, c'est près de 300 jeunes qui revêtissent l'uniforme des seniors, des sénateurs et des Sasquatch. Les élèves de l'école secondaire Soulanges sont nombreux à utiliser les installations du centre sportif Soulanges. Un programme particulier en hockey permet même à plus de 100 élèves, qui sont présentement encore sur la glace présentement,
de la région de Soulanges de pratiquer leur sport plusieurs heures par semaine. On annonce 1 an d'opération encore. Puis après ça, il va falloir que les élus, les décideurs s'assoient encore ensemble pour voir où est-ce qu'on s'en va pour la suite des choses. Exactement. C'est un petit peu un passage obligé. Là. Le temps joue un petit peu contre nous. Et on veut prendre le temps de bien faire les choses aussi. Je pense que c'est la volonté politique présentement de bien faire les choses. Nous, dans le fond, le rôle de l'OSBL, c'est de les asseoir tous à la même table. Ils ont répondu à l'appel. Il y a une volonté positive de faire vivre ce centre sportif-là. Maintenant, la balle est dans leur camp, de s'entendre, décider un petit peu où ils s'en vont avec tout ça. Nous sommes sur le point de vivre une véritable renaissance pour le Centre sportif Soulanges. Et cela, grâce à l'engagement et à la détermination de chacun d'entre vous. Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé nous présente la nouvelle attraction qui sera présentée cet été au Parc du Bourg de Pabeau. Nova Lumina en était à sa dernière année de présentation l'an dernier. Pour cette année, le Parc du Bourg de Pabeau nous revient avec une nouvelle activité interactive, la chasse aux fantômes. Nous discutons de cette nouvelle activité ainsi que des autres nouveautés telles qu'un jeu d'évasion et des projets pour 2025 avec Elsa Pépin, directrice générale du Parc du Bourg de Pabeau. Au Parc du Bourg de Pabeau, il va y avoir des nouveautés cette année. Une de ces grosses nouveautés-là, c'est ce qui remplace Nova Lumina, qui s'appelle Fantôme, la chasse, je crois. Oui, tout à fait. Donc, on arrive avec une nouvelle activité qui est pour le moment nommée Fantôme, la chasse, tout à fait. Donc, les gens vont... comment je pourrais dire, sillonner nos sentiers. Donc, c'est tout de même les sentiers qui étaient utilisés par Nova Lumina, mais on prolonge le parcours. Ça varie quelque peu là, quand même. Vont partir à la chasse aux fantômes de jour comme de soir. Donc, il y a 2 expériences qui viennent avec ça. Là. On n'en fait pas qu'une seule. Donc, on garde notre créneau là, d'être ouvert de jour comme de soir. Donc, le parc l'année prochaine va être ouvert là, cette année. L'année prochaine, cette année. Le parc va être ouvert cette année là, de 11h à 23h. Donc, on va garder nos créneaux de soir. Fantômes, durant la journée, c'est les objets qui vont être tentés, là, étant donné qu'on est un site archéologique, on reste dans le cadre du volet historique. Donc, durant la journée, on part à la chasse aux objets hantés et aux artefacts, alors qu'en soirée, on part vraiment à la chasse aux fantômes. Donc là, on va rencontrer différents personnages qui ont marqué notre histoire, qui vont nous raconter quelques anecdotes et péripéties. Puis il va falloir en attraper le plus possible pour augmenter notre pointage. Donc, la partie de chasse prend quand même une certaine forme ou un volet compétition finalement. Là. Donc, entre collègues ou entre amis ou entre notre groupe, il va falloir essayer d'avoir le plus haut pointage pour performer là, le mieux possible durant l'expérience. Ça se passe dans les sentiers anciennement occupés par Nova Lumina. Est-ce que le parcours va quand même être plus long à parcourir? Donc, le parcours est un petit peu plus long, là, effectivement. Nova Lumina, c'était une activité qui pouvait varier de 45 à 60 minutes à peu près, là, tout dépendamment comment de temps les gens prenaient là, pour regarder les différentes zones. Alors que là, étant donné qu'on doit vraiment prendre le temps d'écouter les fantômes, de les attraper, il y a comme tout ce volet-là là, qui fait en sorte que l'expérience, elle est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus immersive aussi. Puis, on souhaitait que dans nos expériences futures, là, donc fantômes, que les gens ou le visiteur soit actif. Donc, dans Nova Lumina, on est passif, on écoute, on regarde. Alors que là, il faut participer un petit peu au volet. C'est un petit peu ça qu'on souhaitait. Là. Ça dynamise l'expérience, puis ça nous permet de vivre notre histoire autrement, finalement. Là. Donc, ça va être un petit peu plus long. Là. On va parler d'une expérience, pour le moment, d'1h15 à 1h30. C'est sûr que Fantôme est vraiment en conception encore, là, actuellement. Là, ce qui fait en sorte qu'il y a certains volets ou certaines procédures ou façons de faire qui varient là, encore d'une semaine à l'autre là, selon nos recherches. Donc, étant donné que c'est une expérience qui est inédite au Québec, qui n'existe pas encore. Nous, on a adapté une technologie. On lui fait faire quelque chose qu'elle ne faisait pas avant nécessairement. À ce moment-là, ça a demandé une grosse phase d'études, de recherche puis de tests. Là. Puis à ce moment-là, on continue de s'adapter finalement aux limitations de la technologie par rapport à notre créativité quand on invente des expériences comme Fantôme. Pour Nova Lumina, c'était Moment Factory qui était derrière tous les effets et la conception. Pour ce qui est de Fantôme, c'est qui?
À ce moment-ci, donc, nous, c'est XYZ Technologies, Cadabra au Québec, qui a été choisi pour l'expérience fantôme, qui l'ont conceptualisé et créé de A à Z, puis qui ont dû effectivement là, faire beaucoup de recherches pour concrétiser le concept qu'on souhaitait mettre en place ici, qui prennent beaucoup de plaisir, je crois, à concevoir l'expérience aussi. XYZ, c'est également la firme conceptrice de Ura. Donc, on va avoir... Ura va demeurer là, ici disponible sur le site. Là. Donc, c'est eux qui ont créé Ura, c'est eux qui vont créer Fantôme. Ils sont également à l'origine du Géoparc puis de Berceau du Canada à Gaspé. OK. Vous me parlez de Ura. Nova Lumina a bénéficié à un certain moment d'une mise à jour, si on veut, un parcours un petit peu plus long. Est-ce que Ura reste dans sa forme actuelle ou il va y avoir quelques nouveautés de ce bord-là? Pour cet été, là, pour 2024, en fait, Ura va demeurer dans sa forme actuelle. Ura était quand même moins fréquenté là, que Nova Lumina, donc puis on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne l'ont pas encore vu dans sa forme actuelle. C'est une activité qui a peu été éclipsée par la popularité de Nova Lumina. Donc là, on espère qu'elle va rayonner davantage dans les années à venir. Éventuellement, il va y avoir une mise à jour qui va être prévue parce que c'est une expérience qui est vraiment exceptionnelle, que les gens adorent. On a vraiment de très bons commentaires sur cette expérience-là. Par contre, là, dans le moment, on a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour 2024, donc on se concentre sur Fantôme puis les autres petites nouveautés qu'on va ajouter. Puis également pour 2025, là, on a d'autres gros projets là, qui s'en viennent. Donc, une étape à la fois, mais Ura ne sera pas en reste dans les années à venir. Bon, j'ai sauté vite sur Ura, mais pour ce qui est de Fantôme, est-ce que ça complète un petit peu cette partie de sujet-là? Oui, complètement. Fantôme, en fait, effectivement, là, c'est encore en conception, donc il y a des petites choses qui évoluent. Au fur et à mesure qu'on va avancer là, dans les semaines à venir, on va annoncer ou du moins expliquer un petit peu plus de choses. Là, quand on va avoir du matériel aussi à fournir, là, les gens vont pouvoir nous suivre sur les médias sociaux pour en savoir plus. Puis dans la procédure également, là, étant donné qu'on n'est pas encore fixé sur comment vont fonctionner les réservations, à quel moment on va pouvoir réserver. Donc, il reste encore quelques petites pages blanches là, à écrire là, pour cette année-là. OK. Alors, passons aux nouveautés. Donc, une de ces nouveautés-là, on est devant la maison du pêcheur. Vous allez avoir une activité qui va se passer dedans. Oui, tout à fait. Donc, en plus de Fantôme, en 2024, là, pour l'été, on arrive avec une toute nouvelle activité qui est un jeu d'évasion dans la cabane de pêcheurs ici en arrière. La cabane, en fait, c'est une reconstitution de cabane de pêcheurs du 18e siècle qui a certaines particularités dont on fait l'interprétation dans la visite. Mais là, on souhaitait la mettre en valeur d'une autre façon. Donc, les gens vont être... les visiteurs vont arriver, vont être plongés ou vont devoir endosser le rôle d'un pêcheur au 18e siècle. Donc, on arrive, on te remet tes clés de la cabane. Puis là, il faut que tu commences ta journée de pêche. Puis au fur et à mesure de ça, tu as des énigmes à résoudre, puis tu as un trésor à trouver, etc. Là, donc, ça va quand même être super intéressant. Puis ça va aussi mettre en valeur une portion de l'histoire dont on parlait moins, qui est la guerre de la conquête. Donc, ici, les Anglais sont arrivés, ont brûlé l'entièreté de la seigneurie pour appauvrir les Français. Donc, là, on est dans cette situation-là où les Anglais vont arriver, puis ils vont venir brûler, puis il faut que tu te sauves avant qu'ils arrivent. Donc, ça va être quelque chose de super intéressant. Les gens vont apprendre leur histoire tout en jouant, puis tout en étant un petit peu dans l'action, mais en ayant un petit thrill. Là. Sinon, comme autre nouveauté, qu'est-ce que le parc du Bourg de Pabot va nous proposer cet été? En fait, le parc du Bourg de Pabot devient une nouveauté en soi dans son entièreté parce que à partir de l'année prochaine, les horaires vont changer, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Donc, on va être ouvert de 11h à 23h. La façon de venir nous visiter aussi va changer. Donc, ça va être une tarification unique. Donc, au lieu de venir puis de devoir réserver à l'avance toutes les activités à la carte de façon séparée, cette fois-ci, le visiteur va avoir une passe pour sa journée. Donc, il vient, il paye une fois, puis il fait tout ce qu'il veut dans l'ordre qu'il veut. Il n'y aura pas nécessairement de réservation non plus. Donc, ça va permettre aux gens comment je pourrais dire, ça va nous permettre d'être en tourisme un peu plus lent, de ne pas être stressé non plus quand on vient faire les activités. Puis si les plans changent, bien, ils changent, puis on est capable de s'adapter à ça. Donc, les gens vont pouvoir visiter soit Fantôme, Ura, le jeu d'évasion, puis les activités qu'on a déjà aussi, comme le nouveau jeu Vraiment Vrai là, qui a vu le jour l'année passée. On va avoir un nouveau chercher-trouve pour les adolescents aussi, les visites guidées. Donc, au niveau des visites guidées, là, on change un petit peu notre façon de procéder. Au lieu d'avoir une visite guidée, on va en avoir plusieurs qui vont avoir différentes thématiques à chaque heure. Donc, à ce moment-là, les gens vont pouvoir faire soit une visite, soit 4 dans leur journée, selon ce qui leur convient, puis selon ce qu'ils adonnent aussi. Là. Donc, finalement, c'est pas mal tout le parc du Bourg de Pabot qui se renouvelle en 2024 avec tous ces changements-là, puis ces nouvelles activités-là, puis cette nouvelle façon de visiter finalement le site.
Et pour ce qui est à venir, 2025, sur quel projet vous travaillez? Donc, effectivement, 2025 aussi va être une grosse année. Là. 2025, on travaille sur notamment le projet de l'île Beau-Séjour, dont on a entendu parler un petit peu auparavant. C'est de donner l'accès à l'île puis de pouvoir en faire l'interprétation. Puis, en 2025, éventuellement, Fantôme déménagerait sur l'île également. Ce qui en ferait une expérience encore toute nouvelle et toute autre, finalement, à ce moment-là. On travaille également sur un renouvellement de l'exposition permanente du musée. Donc, l'entièreté du contenu d'interprétation changerait en 2025. Puis, on va également repenser notre image de marque pour 2025. Donc, c'est quand même des gros projets de longue haleine, finalement, pour l'année prochaine. On a fait le tour pour le Beau de Paabo? Je pense que ça complète bien. Okay. Eh bien, Elsa Pepin, directrice générale du Parc du Beau de Paabo, merci beaucoup de m'avoir reçu et bonne saison 2024. Merci. On espère avoir les visiteurs en grand nombre. Ah, petite parenthèse aussi, en fait, pour la clientèle locale, il va y avoir un tarif spécial. Là, donc, on s'attend à voir beaucoup de nos locaux venir nous visiter là, sous notre nouvelle forme. Et ils peuvent vous suivre sur votre page Facebook et votre site Web. Effectivement, les meilleurs moyens, là, c'est vraiment la page Facebook qui est mise à jour quand même assez souvent, puis le site Web également là, pour les informations de tarification, puis de réservation là, qui vont venir à la fin du mois de mai. Merci beaucoup. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à la prochaine.